C'est terminé, Yusei. J'ai détruit tous tes monstres. Et maintenant, grâce à mon dragon rose-noir, je vais anéantir tes points de vie. Oh ça je ne crois pas. J'active ma carte piège. La carte Kiwi. Que... Mais c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Avis spectateurs. À la base, après ma grosse vidéo sur Star Wars, la seule chose dont j'avais envie, c'était de me poser devant un petit film plutôt tranquille. Genre de film qui me prendrait pas 30 ans à analyser. De qui je me moque. You're late. You, suck my perfect dick. Récemment, j'ai eu l'occasion de me faire Spider-Man Into the Spider-Verse qui m'a particulièrement retourné. La chose donc la plus logique à faire pour moi étant de revenir sur tous les films Spider-Man qui sont sortis pour savoir comment on est passé de ça à ça. C'est complètement débile. Tu pouvais pas juste faire une vidéo sur le dernier film qui était sorti? J'avais beaucoup trop de temps à perdre. Bienvenue dans AV Ciné, laissez-moi vous prendre par la main vers le quartier vachement agité, il faut quand même le dire. Notre voisin sympa, Spider-Man. Spider-Man n'est pas un héros qui me fait particulièrement frissonner, donc c'est d'un lieu un peu lointain que j'ai regardé ces films faire leur place sortant lentement mais sûrement des pages de bande dessinée. Mais l'écriture d'un comics, c'est assez particulier. Pour la faire court, c'est généralement le bordel. Personnage mort ressuscité pour cause de popularité, écriture simpliste voire même ridicule, problème de droit, problème d'auteurs qui écrivent ou réécrivent un personnage à leur sauce sans vraiment tenir compte de ce qui a été fait avant, problème de Comics Code Authority, les fans jamais contents, etc., etc. Les comics sont un monde à part. Et comme d'habitude dans un souci de franchise, j'avoue que très peu des histoires Marvel ont vraiment réussi à m'intéresser. De tête je dirais Allman Logan, Deadpool, mais surtout Thor car je suis un passionné de mythologie nordique. Alors imaginez donc ma surprise quand Loki, divinité farceuse, incarnation même de malveillance et de malhonnêteté, se retrouve être dans les comics un méchant victime de daddy issues, alors qu'il est techniquement le gars qui rattrape les conneries des As depuis quand même quelques siècles. Bah voilà docteur, depuis que ma famille est devenue un peu moins conne, j'ai perdu toute mon utilité. Avant, je réglais leurs problèmes, je me sentais important. Loki, faut empêcher Freya de se marier avec un géant. Loki, on a fait une connerie, faut que tu viennes nous aider. Alors du coup, pour me faire remarquer, j'ai manipulé mon frère, pour tuer mon autre frère. Et bordel, j'ai pris un pied fou en entendant la flèche transpercer son petit cœur de princesse. Vous en pensez quoi, docteur? Ça vous fera 350 €. Bonjour, police secours, je vous écoute. Toujours dans un souci de franchise, j'adore les comics, plus particulièrement ceux de DC, Dark Horse, Valiant, Vertigo, etc. Ce qui pourrait laisser entendre que j'ai un léger parti pris pour la concurrence, mais que nenni. Je ne cherche que de bonnes histoires, peu importe leur provenance, ce qui explique que je ne range pas tous les films Marvel dans le même panier, malgré le fait qu'ils font tout pour que je les déteste. Le personnage de Spider-Man déchaînant quand même les passions depuis quelques années, je suis sûr et certain que je vais m'en prendre plein la gueule parce que j'ai pas forcément le même avis que tout le monde. Faites-vous plaisir. Mais si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que je dis toujours ce que je pense, et ce, au mépris des pires dangers. Je trouve quand même les mecs qu'il y a un gros problème de régulation d'armes dans votre pays. De mon point de vue, c'est plus de la connerie que de la bravoure. Merci, mais pour le coup, je vais genre bien me passer de ton avis. Apparu pour la première fois en 1962 sous la plume de Stan Lee et du dessin de Steve Ditko, Spider-Man alias Peter Parker, mordu par une araignée radioactive, super pouvoir, oncle Ben et tante May, grand pouvoir, blablabla. Mes couilles, on connaît tous le personnage. Alors, nous allons donc pouvoir commencer avec la saga que tout le monde adore. Malheureusement, c'est loin d'être mon cas. Réalisé par Sam Raimi en 2002, le film raconte les origines de l'homme araignée joué par Tobey Maguire, son combat contre le bouffon vert, alias Norman Osborn, joué par Willem Dafoe, qui pourrait avoir son propre jingle tellement cet acteur est cool. Allez, vas-y, balance! J'ai pété dans ton frigo. Alors que l'armée cherchait à enterrer Norman Osborn, PDG de la plus grosse entreprise de la ville, il tente une expérience sur un nouveau gaz censé renforcer les capacités physiques des soldats. Mais une fois l'expérience terminée, il devient incontrôlable faisant capoter les projets de ses concurrents. En parallèle, alors que Peter commence à maîtriser ses pouvoirs, le bouffon vert commence à semer la terreur dans la ville. Leur affrontement finira par tuer le bouffon, laissant Peter endosser seul la responsabilité de la mort de Norman. Le film se concentrera aussi sur sa relation avec Harry Osborn, joué par James Franco. Gardez-le bien dans un coin de votre tête, on va en avoir l'occasion de beaucoup en reparler. Et sur le grand amour de Peter, Mary Jane Watson, jouée par Kristen Dunst. Alors, je vais être clair et net. Je ne suis pas un grand fan de ce film. Le grain de la pellicule, les angles de caméra, le jeu d'acteur, on dirait un gros téléfilm du dimanche soir. Quant aux effets spéciaux,
Bah on sent qu'on est en 2002, et dire que certains m'ont sorti que l'épisode 1 de Star Wars avait mal vieilli. Dans la liste des choses qui me font tiquer, Spider-Man n'a pas de lanceur de toile, il a juste un genre de poche naturelle qui lui permet de tisser des toiles à l'infini. Pour le coup c'est qu'un petit détail, mais cet élément enlève naturellement de la tension, car quand un héros ne peut plus s'appuyer sur ses gadgets, il doit réagir vite et s'adapter à la situation, rendant sa victoire d'autant plus satisfaisante. Et aussi le fait qu'il devrait normalement avoir des trucs comme ça au bout des mains. On va avouer que c'est quand même pas super glamour. Et ça rend ce genre de moment, disons... C'est carrément dégueulasse. La moitié des situations sont assez téléphonées, comme le fait que c'est justement son masque que Peter oublie de mettre quand il sauve Mary Jane pour la seconde fois. Mais pour ce qu'il y a de positif, c'est que le film respecte plutôt bien le comics, ce qui est l'un des arguments qui explique sa popularité. Ça et le fait aussi que c'est l'un des premiers films de super-héros à gros budget, les X-Men ayant cartonné au box-office quelques années auparavant. Sam Raimi fait son taf et malgré la nostalgie, le film s'appuyant énormément sur ses effets numériques, aujourd'hui on peut le dire, c'est pas dingue des masses, mais heureusement, ça ira de mieux en mieux. Le second volet, sorti en 2004, se concentrera sur le combat contre le Docteur Octopus, joué par Alfred Molina, docteur qui après un accident avec sa nouvelle invention, finira par devenir fou, soit un sous-bouffon vert. Car le personnage commence exactement comme Norman Osborn, un peu froid mais avec un bon fond pour devenir un sale fils de... Bah surveillez votre langue devant le roi, espèce d'abruti! Il approfondira les relations entre les personnages, ainsi que le rapport que Peter peut avoir vis-à-vis de son alter ego, car se posant de plus en plus la question sur la possibilité de coexistence entre ces deux vies, l'une s'imposera finalement à l'autre et naturellement il perdra ses pouvoirs. Le film est à 1.5, je pourrais dire la même chose que sur le premier avec un gros plus pour les effets spéciaux. Le troisième opus, sorti en 2007, verra le tisseur affronter Venom, forme de vie alien parasite révélant lentement mais sûrement les côtés les plus sombres de notre personnalité. Prenant d'abord possession de Peter, il finira par atterrir sur les épaules d'Eddie Brock, joué par Topher Grace, journaliste concurrent direct de Peter. En parallèle, le meurtrier de son oncle s'évade de prison, ce qui poussera Peter dans une quête de vengeance. Le tout poursuivi par son meilleur ami qui a enfin compris que Peter était Spider-Man, soit le responsable de la mort de son père. Sans déconner. Personnellement, j'avoue avoir bien aimé le film, il se tient plutôt bien et respecte toujours la vision du personnage, les effets spéciaux sont carrément mieux faits que dans les deux précédents, et il est le plus chargé en émotions malgré quelques pirouettes cacahuètes scénaristiques. Que Peter fasse la rumba ou pas ne m'a pas particulièrement dérangé, quand le mec pète un plomb, on y croit vraiment, et c'est la seule chose qui finit par interpeller mon cerveau quand je retrouve enfin un vrai personnage plutôt que cette espèce de larve anémique. En fait, j'avoue que le visionnage de la trilogie de Sam Raimi a été pour moi comme un gros dimanche chez mamie. T'as pas forcément envie de te retaper les insupportables discussions sur la Seconde Guerre mondiale, donc tu te cales dans le canapé et tu bouffes le premier truc qui bouge un peu à la télé. Franchement, le Peter Parker de Sam Raimi est particulièrement insupportable. Tu peux tenir un wagon de métro à une main, porte tes couilles et arrête de te laisser marcher dessus. Ouais. Mais il est très vite rattrapé par Triple J, Jonah Jameson, patron du Daily Bugle et joué par J.K. Simmons et sa moustache d'acteur porno grisonnante. C'est le genre de salopard que je peux pas m'empêcher d'adorer. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, les films doivent être pris comme une saga et donc être jugés dans leur ensemble. Ils sont donc plutôt sympathiques et se laissent regarder quand on n'a rien d'autre sous la main. Je n'en garde pas un mauvais souvenir, mais j'avoue que ce ne sont pas les premiers films que je regarderai quand on me parle d'un film sur Spider-Man. Alors, quand est arrivé pratiquement 10 ans après un nouveau volet des aventures de Spider-Man, j'avoue pas vraiment avoir eu envie de me retaper les grands pouvoirs et les grandes responsabilités. Mais force est de constater que les Amazing Spider-Man sont juste mortels. Réalisé par Mark Webb, ce qui est vachement drôle parce que le gars s'appelle Toile. Pour un mec qui fait un film sur l'homme araignée, c'est... Enfin, ça fait sens. Pathétique. Ok, c'est pas du tout flippant. Qui a dit ça ? Sorti en 2012 avec Andrew Garfield dans le rôle titre, Mark Webb raconte une toute autre histoire que son prédécesseur. Peter Parker va devoir faire face à la fois à son professeur et son ami le docteur Curtis Connors, joué par Rhys Ifans, vieil ami de sa famille qui deviendra fou après avoir tenté une expérience ratée. Acadie comme ça, c'est pas différent des masses. Alors que Peter retrouve un vieux porte-document dans sa cave, contenant la photo de ses parents avec le Dr Connors, il décide de lui poser des questions sur eux. Mais après un malheureux concours de circonstances, une araignée en manque d'amour interespèce finira par le contaminer, le transformant de manière irréversible. Alors que son travail avec le professeur avance et que le croisement d'ADN semble prometteur, la mort imminente du PDG Norman Osborn pousse le Dr Connors à s'injecter le produit test sur lui-même, sous peine de devoir perdre son financement et la seule chance de retrouver un jour son bras. Emporté par sa folie, le docteur se changera progressivement en monstre, laissant au tisseur le bon soin de devoir mettre un terme au plan diabolique de la créature qu'il est devenu. Enfin, j'ai eu l'impression de voir un vrai film. Pas seulement au niveau de la réalisation, mais aussi au niveau du jeu d'acteur. Si ce premier film est assez simple au niveau de la réalisation, certains moments d'audace prouvent que le réalisateur avait à cœur de rendre justice à l'homme araignée. Et malgré 2 ou 3 one-liners dignes des plus grands blockbusters ultra calibrés... Oh, my love.
not alone. Le film a vraiment une excellente vision des choses, mais c'est comparé aux autres films qu'on le voit le plus. Là où Peter Parker était un loser dans les films de Sam Raimi, là on a un gars plutôt simple, pas trop cool et branché, mais pas trop nul non plus. Là où on avait droit à la grosse romance avec Mary Jane, là où nous montre le grand amour de Peter, Gwen Stacy jouée par Emma Stone. Là où Mary Jane était l'archétype de la demoiselle en détresse, Gwen est une vraie combattante qui aide le héros sans se contenter d'être la fille qui tombe, comme par hasard dans la mauvaise ruelle sombre. Si Peter avait du mal avec sa double identité, là il l'embrasse complètement. Et surtout, il y a un vrai rapport à la mort. Ce qui est essentiel avec le personnage, ce sont les gens qu'il a perdus. Si dans le premier film de Sam Raimi, la mort de l'oncle Ben n'est là que comme une péripétie, une ligne de plus à rayer du cahier des charges, dans celui-ci, on a un vrai impact à la fois sur le personnage, mais aussi sur le spectateur. Ben Parker est la véritable motivation de Spider-Man, et c'est là où je vais rentrer dans les détails et que je ne comprends toujours pas pourquoi personne n'aime ces films. Peter a perdu ses parents, et Ben, interprété par Martin Sheen, joue vraiment le rôle de mentor. Pas juste le bon vieux papy qui s'inquiète. Il le conseille, l'encourage, l'embarrasse devant la fille qui lui plaît, le rappelle à l'ordre. Merde, quand j'ai revu le premier de Sam Raimi juste pour cette chronique, j'avais hâte qu'il y reste, parce qu'on s'en fout de Tonton Benny. Dans le reboot, on a un vrai personnage bien écrit et qui, par sa mort, lancera Spider-Man. Car pour le coup, c'est pas juste parce que Peter était en retard et parce qu'il a laissé un voleur s'enfuir qu'il est mort. Non! Il s'engueule et tonton Ben se prend une balle en essayant de rattraper son neveu pour s'excuser. Leur dispute est ultra violente et son décès est affreux parce qu'on le voit. Et le pire, c'est qu'il se fait descendre pour rien, juste parce que ce con a essayé de bien faire sans réfléchir. Dans le film de Sam Raimi, le moment où il se fait tirer dessus est hors champ, et en plus entrecalé entre deux scènes d'action et un bond dans le temps. Putain, tu parles d'un personnage important. Si au début il ne se bouge le cul et ne perfectionne son personnage que dans une optique de vengeance, c'est après une grosse discussion avec le capitaine Stacy. I don't know. What do you think we do all day? Think we just sit around eating donuts with our thumbs planted firmly up our ass? Qu'il finira par devenir l'homme que son oncle voyait en lui. You're a lot like your father. You really are, Peter, and that's a good thing. But your father lived by a philosophy, a principle, really. He believed that if you could do good things for other people, you had a moral obligation to do those things. That's what's at stake here. Not choice, responsibility. Et Dieu merci, on n'est plus obligé de se retaper la phrase, parce que, sans déconner, j'en pouvais plus. Et le pire c'est que ce film-là a une façon bien plus jolie de la tourner. Et sa suite. Faut en parler. Le réalisateur a eu beaucoup plus l'occasion de s'éclater sur son projet, et ça se sent. Peter vient d'obtenir son diplôme, et alors que Feu le capitaine Stacy, joué par Denis Leary, lui fait promettre de laisser sa fille en dehors de sa vie de héros, Peter est tiraillé entre son devoir et son amour, car si pour lui lâcher Spider-Man est totalement impossible, il apprend que Gwen part pour l'Angleterre, et qu'il risque de la perdre définitivement. C'est le moment bien chiant qu'a trouvé Norman Osborn pour casser sa pipe, laissant les rênes de son empire financier à son fils Harry, le meilleur ami de Peter, joué par Dane DeHaan. Et au passage, en héritage familial, il lui lègue la maladie héréditaire qui l'a transformé en troll des cavernes. Et pour en rejeter une couche dans tout ce merdier, le comité de direction de Oscorp dissimule l'accident de travail de Maxwell Dillon, joué par Jamie Foxx, qui après avoir été sauvé par le tisseur lui voue une admiration fanatique. Mais une fois sa transformation due au croisement génétique accidentel terminée, il devient électro, et alors que personne ne lui accordait d'importance, il compte bien être sur le devant de la scène. Les situations du film sont toujours un peu bancales, moins que dans certains, mais je lui pardonne. Il y a vraiment pas mal de Deus Ex Machina, mais je lui pardonne. On ne voit pas assez le bouffon vert, alors qu'il est ultra teasé, mais je lui pardonne. La romance prend beaucoup trop de place, mais je lui pardonne. Pourquoi? Para una spoiler muy spectacular. À chaque fois que Spider-Man est en difficulté, l'action ralentit et la caméra se balade pour montrer exactement ce qu'il a à faire pour sauver tout le monde. Et à chaque fois il réussit, plutôt avec panache d'ailleurs. Mais là, il y a ça. Inconsciemment, le spectateur a assimilé le fait que cet artifice fait toujours montrer le personnage victorieux, ce qui rend la mort de Gwen d'autant plus marquante car malgré tous ses pouvoirs, Peter n'a pas pu empêcher l'inévitable. Et c'est encore pire pour nous les spectateurs car on se dit bêtement « Ouais, c'est bon, tranquille, ça passe », pour en fait nous surprendre et ruiner nos attentes comme la colonne vertébrale de Gwen. Et comme pour le premier, le traitement de la mort a un vrai impact. Non seulement le spectateur a eu le temps en 2 films d'apprécier Gwen, mais sa disparition se fait aussi ressentir à travers Peter, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Là où beaucoup de super-héros vont juste continuer avec une petite leçon de morale à la cool et un joli ciel bleu, Peter lui reste au cimetière, enchaînant les ellipses temporelles du plus bel effet, sobre mais classe, et on comprend naturellement à quel point le personnage est brisé.
Le reste de la réalisation est particulièrement bonne. On sent la fluidité des mouvements du tisseur. On n'a pas Danny Elfman à la musique, mais entre Electro qui a un thème d'enfer et qu'à chaque fois qu'il attaque on a des sons dignes de Daft Punk, le tout tapé par Hans Zimmer, je m'avance pas trop en disant que ça claque grave. La scène de transformation d'Harry est particulièrement bonne. On dirait un vrai film d'horreur, avec un montage bien agressif et des couleurs ultra criardes. Transition bien trouvée pour conclure avec le fait que le film regorge de couleurs, ce qui lui donne un cachet des plus agréables à regarder. Et alors qu'une suite était censée être en préparation, il y a eu un gros problème. Quand je vous disais que Disney/Marvel était quand même une belle bande de connards, mes loulous, je me foutais pas du tout de votre gueule. Pour commencer, il faut savoir que le studio Sony, en charge de ce film, a tout fait pour foutre le projet en l'air. En plus d'avoir retiré tout un arc scénaristique mettant en scène Mary Jane qui devait être interprétée par Shailene Woodley, d'avoir passé à la trappe le personnage de Felicia Hardy, aussi appelée Black Cat, la meilleure cambrioleuse du monde, jouée par Felicity Jones, ils ont surtout systématiquement retiré tout ce qu'il y avait de trop sombre dans le film. Ça c'était pour ta gueule Sony, parce que si vous pensez que les comics étaient pas trop sombres parce que le héros arbore un costume flashy ridicule, vous plantez. Ce qui explique l'énorme facilité scénaristique totalement absurde du « Il y a que moi et ma famille qui puisse devenir Spider-Man quand j'ai mis mon ADN dans les araignées. » qui devait amener au retour du père de Peter. On va pas se mentir, cette sous-intrigue est probablement le plus gros point faible du film malgré un bon message sur l'orgueil et à quel point les scientifiques jouent à Dieu. Conclusion, les comics étant assez sérieux et adultes, le studio a eu froid aux testicules et a préféré bousiller le scénario histoire de se tourner vers un public bien plus jeune. Les ados attardés? Mais non, les enfants. C'est tout comme. Bon ok, là c'est fini, les voix dans ma tête. Si le premier film sera une bonne réussite au box-office, le second, lui, sera incroyablement boudé, et en plus des faibles recettes, il faudra amputer les salaires des acteurs promis lors de la signature des contrats pour 4 films, même ceux qui ont été coupés au montage, ainsi que les droits d'auteur que Disney/Marvel se sont permis de venir réclamer. Vous ne trouvez pas ça magnifique? Imaginez, vous bossez comme des malades sur un projet pour que ça tienne la route, et là votre concurrent vient vous raqueter sous prétexte que vous bossez sur un truc où il y a vite fait son nom dessus. Sachant que le mec n'a pas été là ne serait-ce qu'une seule seconde sur tout le projet. Comme ça, au moins, il est sûr et certain que votre film intéressant et divertissant ne fera pas trop d'ombre au boulga d'images criardes qu'ils vendent depuis plus de 10 ans. Donc, alors que 2 volets de plus devaient voir le jour, ainsi que 2 spin-offs sur les méchants de l'univers du tisseur, Sony, poussé par un hack massif de leurs serveurs et certains mails qui ont fait scandale, arrête les frais pour redonner, entre guillemets, la licence à tonton Disney, qui se fera un plaisir de faire monter l'homme araignée dans sa camionnette blanche. Oh mon dieu, c'est très le viol! D'après Sony, ce serait l'œuvre de hackers nord-coréens suite à la diffusion en salle du film The Interview, film dans lequel on pouvait retrouver le dictateur nord-coréen Kim Jong-un se prendre un magistral obus de 16 à travers les gencives. Film créé à la base par Seth Rogen et James Franco. Oui, le même James Franco qui jouait Harry Osborn dans les premiers films de Sam Raimi. Si c'est une coïncidence, je la trouve particulièrement délicieuse. Comme ton foie. Non mais, bordel, qui me parle là? Tu comprends qu'est-ce qui se passe là? Bof, il a viré Lingo, mais c'est pas la première fois. Sort alors en 2017 la formidablement merdique adaptation de Marvel par lui-même, Spider-Man Homecoming. Réalisé par John Watts, réalisateur de nanar bien Yes Man, qui revient donc sur le personnage d'Iron Man joué par Robert Downey Jr. Oh pardon, je me suis trompé, Peter Parker joué cette fois-ci par Tom Holland qui devra se battre contre le vautour joué par Michael Keaton, qui s'illustre à nouveau sous un masque puisqu'il était le héros du Batman de Tim Burton. Si vous voulez comprendre pourquoi Iron Man et lui sont potes, ça faudra regarder Captain America Civil War. Bah oui. Dans quelle langue il faut que je vous le dise qu'on vous prend pour des cons pour que vous commenciez à le comprendre? Je vais être clair et net. Presque tous les films du MCU ne sont faits que pour et par le marketing, ce qui explique que ce soit encore et toujours la même recette, mais cette fois-ci avec une pièce rapportée. Mais à la fin, mais est-ce que ça va finir? Si t'as pas vu Captain Meboul et sa pseudo-guéguerre, t'inquiète, tu auras bien une explication, mais filmée avec le cul. Jesus, Ben, I said I'm busy. Personnellement, je pense que l'affiche du film devrait plutôt ressembler à ça. Mais ne soyons pas mesquins, restons juste sur le film. Livrons-nous à un peu de violence gratuite. Après les événements de Manhattan, l'entreprise du vautour se retrouve dépouillée de son contrat de reconstruction de la ville par Stark Industries, ce qui le poussera dans l'illégalité. Lui et ses acolytes fabriqueront toutes sortes d'armes grâce à la technologie alien récupérée sur les chantiers et feront des casses pour permettre aux employés de subsister. L'idée étant de finir en dévalisant Stark lui-même quand il déménagera le reste de son building dans le QG des Avengers. Et au milieu de tout ce bordel, il y a Spider-Man, qui vit sa petite vie au beau milieu de la grande histoire qu'on a mis autour de lui. Ce film va royalement se torcher avec tout ce que le comics a déjà écrit. En règle générale, c'est pas vraiment pour me déplaire parce que ça peut vraiment donner d'excellents films.
Mais là, sans déconner, entre Mary Jane Hipster Watson, la disparition presque totale de l'oncle Ben, tante MILF mais Parker, et Peter qui est relayé au rang de petit toutou d'Iron Man et de parodie d'ado geek, Flash Thompson, le cliché du connard qui boulise le héros au début du film pour ensuite devenir le plus grand fan de Spider-Man, prouvant ainsi l'impact du personnage au quotidien, relayé ici au rang de petit génie qui déteste Peter sous prétexte qu'il a des meilleures notes que lui. En bref, si le film n'avait pas le logo Spider-Man écrit en grand sur ses affiches et le 200 milliardième caméo de Stan Lee, j'avoue, j'aurais jamais réussi à deviner dans quel film j'étais. Et ça crée de grosses facilités scénaristiques, parce que quand tout le monde sait que Spider-Man possède un sixième sens qui permet au personnage de voir arriver le danger, eh bah pendant celui-là, tout est fait pour faire comprendre que Peter doit s'affirmer et devenir un vrai super-héros. Sur le papier, c'est cool, et je vais pas mentir, c'est plutôt bien fait. Dommage pour deux choses. Premièrement, dommage que Peter ne soit pas intéressant une seule seconde dans son propre film. Et deuxièmement, dommage qu'il soit toujours au point mort dans Avengers 4. Donc, c'est raté, et le film ne sert à rien dans la continuité, ce que je reproche beaucoup au dernier film Star Wars, appuyant ainsi mon propos sur le modèle type qu'utilise Disney pour faire ses films. Car pour le coup, c'est le pire Spider-Man que j'ai vu alors que je me suis retapé quand même tous les Spider-Man grand public qui sont sortis. Si je disais que les situations étaient téléphonées dans le film de Sam Raimi, là ils lui téléphonent plus, ils vont directement le chercher. Parce que, comme par hasard, sa nouvelle copine à Peter, c'est la fille du vautour! No shit, Sherlock! Et c'est un vrai génie, Julien Lepers, d'avoir découvert la véritable identité de Peter! Comme tous les connards de méchants dans cette franchise! Parce que si c'est forcé dans Amazing Spider-Man 1, là on a un vrai Sherlock Holmes! Ah oui! Le mec fait 1 et 1 égale 2, tente un deal avec le gentil, truc qui ne s'est jamais au grand jamais vu dans aucun film de super-héros. Ah, c'est ça du sarcasme? Et en plus, son homme de main est déjà sur place au cas où il refuserait. Le tout en moins de 3 minutes. Mais je suis peut-être mauvaise langue. En effet, il est parfaitement possible que l'homme de main avait lui aussi une gamine ou un gamin amené au bal de fin d'année. Non mais ne réfléchissez pas, c'est l'explication la plus logique que j'ai réussi à trouver. La construction est exactement la même que pour les autres films Marvel. On a scène d'action, exposition, humour pour temps de cerveau disponible, scène d'action, exposition, humour pour temps de cerveau disponible, etc., etc., etc. Et l'ennui vous transporte gentiment vers la sortie la plus proche. Sans déconner, c'est mauvais. Quand je disais que les Sam Raimi étaient de gentils téléfilms comparément à ce truc, c'est 100 fois mieux écrit et surtout 100 fois mieux cadré. Parce que pour le coup, j'ai carrément moins l'impression qu'un guignol me secoue dans tous les sens pour avoir mon attention. Et pour un génie, il est quand même vachement dépendant des gadgets d'Iron Man, le petit Tom Holland. Là où le Spider-Man de Mark Webb va créer son propre équipement et son propre lance-toile tout seul comme un grand, en même temps c'est un petit peu le principe d'être un génie, l'autre se sent totalement perdu quand on lui retire son équipement ultra high-tech. Okay, it's not working out. I'm gonna need the suit back. Yeah, let's No, please, Let's have it. You don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit. Et je le dis et je le redis, mais Iron Man est beaucoup trop présent. Il est normalement là pour reprendre le rôle de l'oncle Ben. Mais bon, l'oncle Tony est plutôt du genre gros con moralisateur que bon conseil et image paternelle. Tout le film est construit autour de ça et de son affranchissement, mais ça fait juste passer Spider-Man / Peter pour le faire valoir de son propre film. Même la scène de fin où Peter s'émancipe lui est volée par une scène comique ridicule sur les fiançailles de Tony. Paye ton personnage principal! La solution pour éviter tout ça? Prendre un acteur un peu plus vieux pour mettre en avant un Spider-Man plus indépendant parce qu'avec plus d'expérience. Mais en même temps, sachant que le personnage deviendrait forcément plus populaire qu'Iron Man vu qu'il ne serait pas un gros con imbu de lui-même, cela permettrait donc à Sony, qui reste le propriétaire du personnage, de tenir Marvel par les croquignoles. Et ça ferait beaucoup trop d'ombre à un acteur dont le contrat leur a coûté 75 millions de dollars pour le film suivant. Ah parce que vous le savez en fait que vous êtes une bande de branleurs. Vous en discutez entre vous-même. Mais sans forcément être trop chiant. Peter. Entre nous, hein. Tu te dis pas que t'as aucune leçon à recevoir de la part d'un alcoolique notoire qui a fabriqué et vendu des armes pendant des années, faisant plus de victimes à lui tout seul que le sida et les boys bands réunis? Et l'un des éléments les plus gênants du film est le fait que l'araignée n'a pas le droit à sa première victoire. Je m'explique. Dans chacun des films, le personnage doit, au début de l'intrigue, réussir à sauver des gens, ce qui justifie ainsi ses actions. Dans celui de Sam Raimi, il y a l'attaque du bouffon vert où il se paye même le luxe de sauver la fille. Dans celui de Mark Webb, il y a l'excellente scène du pont de Brooklyn et des voitures suspendues. Mais dans celui-là, premier braquage, le commerçant du voisin finit complètement cramé. La première vente d'armes... Peut-être que dans la scène du ferry, celle qui a été montrée dans toutes les bandes annonces, c'est non. Il est sauvé par un Iron trou du cul. Et c'est pareil pour la scène où il sauve tous ses potes de classe dans un ascenseur puisque, et même avec beaucoup de mauvaise foi, c'est l'ordinateur de son costume qui a un peu fait tout le taf. Quant à l'humour, bof, sans être méchant, je dirais juste qu'un enfant de 4 ans ravagé à l'absinthe pourrait écrire de meilleures vannes si la plus grosse de toutes n'était pas le film lui-même. On ne va pas se mentir, ce film n'est qu'une énorme blague motivée uniquement par la peine du gain.
Et je vais être très franc, ça m'embête vachement de dire ça. Parce que je me fais toujours chier, c'est de trouver un bon petit truc qui va sauver le film. Un bon petit message, une bonne petite idée de mise en scène, quelque chose, n'importe quoi. Mais là, en plus, avec le changement d'acteur, on a perdu l'exceptionnel VF de Donald Renew qui prêtait jusque-là sa voix à Andrew Garfield. Je suis quelqu'un, en règle générale, d'extrêmement patient. Mais là, mon seuil de tolérance est juste fracassé. Mais toujours dans un souci de franchise, une expression qui va vraiment sortir de mon vocabulaire vu la façon dont je l'emploie pour rien, chez la concurrence, DC Warner, le film qui a le plus rapporté, Aquaman, est construit exactement pareil. Le bon vieux, scène d'action, exposition, humour portant de cerveau disponible. Alors ne venez pas m'accuser de parti pris parce que je n'aime pas Disney. Je juge un film selon ses qualités et force est de constater que ce film n'en a pas ou presque pas. Ce qui prouve qu'on n'a pas de mauvais films, juste de très bons marketeurs, et un très mauvais public. C'est alors qu'est arrivé un film Spider-Man, mais pour le coup sans Spider-Man. Un choix étonnamment curieux qui va donner pourtant un bon film. Oh, enfin, tu parles de quelque chose d'intéressant. Réalisé par Ruben Fleischer, que vous connaissez plus comme le mec qui a réalisé Bienvenue à Zombieland, Venom raconte comment Eddie Brock, interprété ici par Tom Hardy, journaliste d'investigation qui va toucher le fond après avoir flairé le poisson de trop, Carlton Drake, interprété par Riz Ahmed, un mania de l'industrie pharmaceutique, de la recherche spatiale, philanthrope et méchant de l'année. Alors qu'il perd sa copine, jouée par Michelle Williams, son job et tout ce qui compte un minimum pour lui dans sa vie, le Dr Skirt, joué par la trop choupie Jenny Slater, le contacte pour le supplier de reprendre l'enquête sur son patron après avoir été témoin d'expériences meurtrières impliquant des formes de vie extraterrestres retrouvées lors du crash de leur navette. Si au début réticent, vu que Drake a complètement bousillé sa vie, Eddie finira par laisser sa conscience l'emporter, et une fois dans le labo, il se retrouvera infecté par Venom, symbiote alien mangeur d'hommes ayant besoin d'un autre pour survivre. Avec leur relation totalement bancale, les deux partenaires devront faire face à Riot, symbiote en chef venu sur Terre en éclaireur avant d'envahir la planète. Né à la base du projet de spin-off de The Amazing Spider-Man, le film se concentrera sur le méchant Venom, non pas l'anti-héros comme j'ai pu le lire un peu partout, mais bien la némésis du héros. Iggy, tu peux définir ce que c'est qu'une némésis? Il faut que je prenne cet appel. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour prendre un rendez-vous, il faudrait que je me fasse retirer un parasite alien. Le Némésis est un concept de personnage tiré de la mythologie grecque. Si pour beaucoup c'est le personnage principal, mais en inverse c'est une pure connerie. Le Némésis est en réalité un ennemi poussé par la vengeance au sens antique du terme. Tu peux abréger le cours de philo s'il te plaît? Oui, non, attendez, comment ça c'est pas remboursé par la sécu? Si on associe souvent la Némésis avec le pire ennemi du héros, l'idée est de faire comprendre qu'ils se ressemblent, c'est pourquoi des personnages comme Zone ou encore Moriarty ressemblent au héros mais sur son principal terrain, la super vitesse de Flash ou encore l'intelligence de Sherlock. Venom, né en 1988, était, à la base, un extraterrestre qui s'était approprié le costume et les pouvoirs de Spider-Man. Après que Peter l'ait vaincu, il jeta son dévolu sur Eddie Brock, permettant à celui-ci d'échapper au sixième sens de l'araignée, de grimper au mur, ainsi que d'avoir la super force. Avec ses pouvoirs et son costume similaire, mais une carrure complètement différente, Eddie le symbiote haïssant Peter Parker et Spider-Man tout autant l'un que l'autre, il rentre dans le cadre du personnage en quête de vengeance. Donc nous avons là Das Nemesis. Putain, en fait le symbiote c'est ton ex? Cette créature malfaisante et maléfique qui cherche à te nuire par tous les moyens depuis que tu l'as quitté? Retire ça tout de suite. Oh bah alors là tu peux rêver. Bon, alors que donne Venom? Dans les grandes lignes, le film a des défauts. On a la scientifique un peu coconne sur les bords qui tire la sonnette d'alarme et qui se fait manipuler 30 secondes plus tard par le grand méchant et finit par balancer Eddie. Non mais sérieux meuf, regarde-le, ce mec inspire la confiance comme un vendeur d'assurance. Il va te niquer dès que tu vas avoir le dos tourné et... Ah bah non, il a même pas attendu que tu te retournes en fait. Le patron qui vire son employé parce qu'il refuse de donner sa source. Qu'est-ce qui se passe? L'anonymat n'est plus garanti dans le monde journalistique professionnel ou j'ai raté le mémo? Les hommes de main qui n'ont eu aucun problème à nettoyer les cellules pleines de clochards morts depuis 3 jours mais qui s'emmerdent à embarquer comme par hasard le héros du film à l'extérieur pour le liquider. Et surtout, Venom, le méchant au cœur de chewing-gum. Tu me coûtes et je te colle. Je voulais te demander, est-ce qu'au moins t'as un nom? Parce que perso j'avais pensé à Coco Lastico. Parce que, on va pas se mentir, t'es quand même un gros ver solitaire. Je vais me faire un plaisir de te dévorer le foie. Prends un chewing-gum, Émile. D'abord, à quel moment cette réplique fonctionne quand on sait qu'il n'arrête pas de vanner Eddie, de le menacer ou de vouloir bouffer tout ce qui respire? Here, we could be more. Excuse me? And I'm getting to like it here. Oh, you like us now, do you, huh? However, there will be nothing left to like if we do not stop that rocket. Oh, I see. Right, when it comes to being completely annihilated, then it's back to we. It is we. Like it or not, it is going to take both of us. Cut the bullshit. What really made you change your mind? You did, Eddie. Je veux bien que le mec comprend que la Terre c'est cool et qu'il faut pas bouffer des gens parce que... Non mais parce que, merde, bouffez pas des gens les gars, c'est pas bien.
Développer un peu plus la relation avec Eddie et mettre en avant le côté bad boy de Venom, expliquant que chez les siens il n'est qu'un poisson rouge mais que sur Terre il est une énorme baleine noire, ça passerait carrément mieux. Ensuite, un de mes potes avait souligné la stupidité du symbiote de donner ses faiblesses à Eddie alors qu'il pourrait tout simplement les garder pour lui. Déjà t'as complètement raison mec, car quand t'as deux neurones qui se connectent, tu donnes pas tes points faibles à quelqu'un qui veut se débarrasser de toi, et je parle de Anne et pas forcément d'Eddie, mais en même temps tu te trompes car ce serait de la paresse d'écriture. Le meilleur exemple pour expliquer mon propos, c'est la bombe isolée au plomb de Batman vs Superman. Quand on sait que le personnage peut pas voir à travers le plomb, ça fait sens, excepté si tu ne connais pas les pouvoirs de Superman. Et c'est là que la révélation des faiblesses du symbiote est utile, non pas au scénario, mais au spectateur. Alors il fallait faire mieux que ça, avec une démonstration et pas juste le dire. Vraiment, parce que le film ne l'a pas déjà montré 3 fois? Ou alors pas amené comme ça, vous allez me dire. Si, il fallait que ce soit à ce moment-là. Avant ça, nos deux tourtereaux, l'Alien et le Mad Max, j'entends, ont passé un peu de temps ensemble. Venom laissant même entendre qu'il apprécie Eddie en tant qu'hôte. You died, I die. Yeah, but you can always just shed my carcass and exchange it for another one whenever you need. Why would I do that? You are far too good of a match to throw away so soon. Lui obéissant à certains moments. Et finalement, lui faisant confiance, suffisamment pour lui donner ses faiblesses. Il commence à créer une vraie relation, mais il n'y a que quand Eddie apprend que son coloc visqueux lui bouffe les organes internes à petit feu qu'il cherche vraiment à s'en débarrasser et que la hyène panique. Un vrai conjoint possessif, dis donc. Mais après une ou deux recherches sur le net, j'ai compris que le symbiote pouvait caler son caractère sur celui de son hôte, ce qui explique son revirement digne d'un homme politique, ainsi que l'humour dont il fait preuve quand on voit Eddie sortir toutes sortes de vannes pour se calmer. Faut dire qu'Eddie est l'archétype même du mec normal. Pas de blague ni de sarcasme, Eddie est le bon gars. Il donne son argent au SDF malgré ses problèmes financiers, comprend qu'il y a des problèmes dans le monde et fait tout ce qu'il peut pour aider avec ses reportages. Il merde avec ses proches, ne casse pas forcément la gueule de son voisin parce qu'il joue trop fort de la musique, ne cherche pas non plus à jouer les héros quand l'épicerie du coin se fait braquer malgré sa carrure. C'est un mec plutôt tranquille. Et c'est sans doute pour ça que je l'apprécie autant. Il n'est pas le prototype exact du héros ultra calibré malgré le fait qu'il s'en rapproche beaucoup, et je trouve ça plutôt agréable. Normalement, le film devait explorer bien plus en profondeur certains des défauts que j'ai mis en avant. C'est une décision du studio qui a procédé à des coupes de suite pour rester un peu plus en surface. Mais malgré ça, le film reste bon. Non, parce qu'entre les dialogues écrits aux petits oignons, l'excellent jeu d'acteur de Tom Hardy, les scènes d'action parfaitement lisibles comparément au dégueulis visuel d'Homecoming, les très bons effets spéciaux et l'humour... Jump. Pussy. Une intrigue qui tient la route et des personnages attachants, j'avoue que quand j'ai vu les critiques, exprimées le plus souvent par une foule en colère rageant de ne pas retrouver leur Venom tel que décrit dans les saintes écritures du comics ou de la série animée de 94 et qu'en plus il n'y avait pas Spider-Man, je me demande juste pourquoi les réalisateurs et les scénaristes se font encore chier à tenter de faire de bons films. Et je comprends pas non plus ceux qui disent que le film n'est pas assez violent. Entre les pauvres mecs qui se font démonter la tronche, les cadavres de SDF, le labo aussi glauque que celui d'Umbrella Corporation, et le putain de symbiote qui bousille tout sur son passage et qui bouffe la tête des gens, là sans déconner, je sais pas du tout ce qu'il vous faut. Outstanding. Now, let's bite all the heads off and pile them up in the corner. Why would we do that? Pile of bodies. Pile of heads. Il y a violent fun et il y a gore gratuit. Quand c'est trop, ça devient juste ridicule. Et de toute façon, le personnage n'est même pas une machine à tuer, même dans les comics. Alors soyez cool et faites-vous une raison. C'est clair que le film souffre de certains clichés du cinéma hollywoodien ainsi que du bouche à oreille assassin d'internet qui massacre les projets avant même qu'ils ne soient sortis. Mais il reste toujours plus agréable à regarder que Spider-Man Homecoming qui m'a fait l'effet de courir un marathon de 2 heures avec une poignée de verre pilée dans le fondement. Donc, comme les fans voulaient voir plus de Spider-Man, chez Sony, il y a probablement un mec qui s'est dit... Patron, par contre il y a des gens qui se plaignent parce qu'on a payé à ce Spider-Man, on fait quoi du coup? Il m'énerve, ils veulent du Spider-Man. Bah ils vont en avoir du Spider-Man. Tiens ma bière. Nous arrivons donc au pourquoi du comment de cette rétrospective, Spider-Man Into the Spider-Verse. Le titre français c'est pas New. Nous refusons de l'appeler comme ça. Spider-Man Into the Spider-Verse, aussi appelé New Generation au français. Ou comment passer pour une bande de cons quand le film ne montre pas une nouvelle génération de Spider-Man, mais juste d'autres Spider-Man. Mais je comprends, c'est un peu trop obscur, un jeu de mots entre Spider-Man et les univers parallèles. Putain, même les Québécois ont un meilleur nom que nous. Après le hack ainsi qu'une polémique sur la ligne directrice du personnage, Sony, cherchant à redorer son blason, lance un projet d'animation pour rajeunir un peu le personnage. Sort alors en 2018 la plus limpide expression du fait que les comics sont un bordel incroyable. Réalisé par Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman, le film raconte l'histoire de Miles Morales, un jeune mec un peu paumé dans ses pompes mal lacées, doublé en VO par Shai McMoore et Stephen Bach en VF. Pendant qu'il faisait le mur de son internat avec son oncle, il est mordu par une araignée radioactive.
On bat les couilles, frère. Alors qu'il cherche des réponses, vu que maintenant il n'y a pas que son rouleau de sopalin qui colle au mur, il se retrouve dans un feu croisé entre Spider-Man et le Caïd, qui sont respectivement joués par Jake Johnson et Liv Shriver en VO et Valentin Merel et Thierry Ancis en VF. Alors que Wilson Fisk cherche à ouvrir une faille dans un autre univers pour retrouver sa famille morte dans un accident de voiture, dans l'affrontement, le faisceau de la machine touche l'homme araignée, ce qui provoquera l'arrivée de plusieurs autres Spiders des univers alternatifs où Peter n'est pas forcément Spider-Man. Ensemble, la nouvelle équipe va devoir empêcher Fisk de mettre encore une fois son plan à exécution, provoquant ainsi la destruction de New York. Bon, au niveau des défauts, c'est toujours un petit peu la même chose, le seul méchant avec un minimum d'originalité dans son design est comme par hasard un personnage ultra important pour le héros, l'humour est légèrement surdosé, en tout cas au début. Why am I so sweaty? Why are you so sweaty? It's a puberty thing. Et beaucoup des situations sont toujours au bout du fil de l'araignée. Et il y a aussi le gros nœud de l'intrigue. C'est-à-dire que comme par hasard, c'est Spider-Man qui va toucher le rayon dimensionnel. Personnellement, à l'école, on m'a expliqué que si t'avais la bonne idée de foutre ta sale trogne dans un accélérateur à particules, il y avait de grandes chances pour que tu finisses avec la moitié de la face complètement carbonisée. Mais là, ça ne fait qu'apparaître d'autres Spider-Man de réalité alternative. D'autres soins d'une réalité alternative. Ne me dis quand même pas que tu penses sérieusement à faire pareil pour voir à quoi tu ressembles dans un univers alternatif. Non. Pas du tout. Si, cet abruti y a pensé. À part ça, le film est une tuerie. Des personnages hyper intéressants avec une mention spéciale pour la Spider-Gwen que j'ai trouvé géniale, mais malheureusement doublée en VF par Camélia Jordana. Et c'est l'exemple absolu de pourquoi les pop stars de télécrochet n'ont rien à faire dans le monde des comédiens de doublage. Non, parce qu'elle n'est jamais dans le ton à aucun moment. On dirait juste que le personnage sort des one-liners pour justifier sa présence à l'écran, alors que merde, elle est ultra badass. En VO, elle est doublée par Hailee Steinfeld, qui est aussi une pop star et n'est pas plus douée non plus, à croire qu'une fois qu'il n'y a plus de vocodeur, il n'y a plus aucun talent. Mais la palme de l'année revient à la comédienne québécoise Geneviève Bénard qui a réussi à être meilleure que les deux réunis. Alors je me permets de me prendre juste 2 minutes de pause pour rappeler à tout le monde qu'être comédien est un métier. Et qu'en règle générale, quand vous regardez un film américain, si l'acteur principal s'en bat les courribots ou qu'il est totalement nul à vomir, vous ne vous en rendez pas compte tout simplement parce que, eh bien nous avons les meilleurs comédiens de doublage du monde. Donc quand arrive une petite bande de parvenus qui n'ont aucune expérience et ne sont là uniquement que pour se faire de la publicité ou pour un gros chèque bien sale, accepter ça c'est tout simplement cracher à la gueule de toutes les personnes qui se crèvent le cul tout simplement pour que votre expérience et votre divertissement soient le plus confortable possible. Maintenant on peut revenir à la vidéo. L'animation et ses superbes jeux de couleurs, les petites bulles qui illustrent les pensées des personnages, leur design, les combats hyper fluides et les dialogues aux petits oignons, tout est excellent de A à Z. Mais comme toujours, si on le compare aux autres, il en est encore meilleur. Là où le Spider-Man de Disney n'est qu'un moyen de faire avancer le scénario, là le Peter de 40 piges est tout sauf lisse. Et si Miles est là pour l'identification, ce qui pourrait le rendre plus faible par rapport aux autres personnages, lui au moins est toujours bien construit, intéressant, attachant et son affranchissement est réel. Pauvre merde, va! Une fois qu'il a enfin passé au-dessus de sa peur et qu'il embrasse ses responsabilités, il n'est pas Peter Parker ou son successeur. Il est Miles Morales. Il est Spider-Man. Quant aux problématiques, elles sont authentiques. Entre le regard des autres, la perte de repères, l'acceptation de soi, les filles, ses responsabilités de nouveaux héros, le remords de n'avoir rien pu faire, le fossé générationnel, on a un vrai film avec des thèmes variés qui tentent des trucs. Et bien qu'il soit ultra calibré, il passe nickel, le tout en mettant un gentil petit kick des familles à Disney, et ça fait toujours plaisir. Hey. Je finis par être désolé de ne pas avoir autre chose à dire sur le film que il est juste vachement bon, alors qu'il a motivé ce qui est probablement la plus grosse vidéo de ma chaîne. C'est alors que quelque chose m'a sauté aux yeux. Le sous-texte du personnage. Quand j'ai fait mes recherches sur le hack de Sony, je suis tombé sur un article parlant d'un scandale sur comment la firme voyait son personnage. Bien évidemment, je passerai sur le blanc et hétéro qui fera hérisser les poils de tous les SJW et tous les glandus bien pensants qui sont persuadés d'avoir la bonne parole. Je leur répondrai tout simplement que vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne un film. L'industrie du cinéma est, comme son nom l'indique, une industrie qui fonctionne sur des codes. Sans forcément les cautionner, je les ai appris et surtout plus important, je les comprends. Mais c'est plutôt cette partie-là qui m'a fait tiquer. Je vous laisse bien évidemment quelques secondes pour mettre la vidéo en pause pour lire plus facilement ce que j'ai surligné. Mais si ça peut vous intéresser, le lien de l'article est toujours en description si vous voulez comprendre un peu plus facilement de quoi je parle. Le personnage est ultra calibré, à tel point que personne ne voit Spider-Man autrement que comme on nous l'a présenté depuis des années dans les films ou dans la série de 94, qui est la base de référence de beaucoup des fans de ma génération. Mais est-ce que c'est vraiment la seule raison? Miles Morales est bien noir et ça n'a choqué personne, au contraire, alors pourquoi y a-t-il autant d'interdictions sur la violence gratuite, la clope, le sexe, la drogue et la bibine? Eh bien tout simplement parce que
Spider-Man est un symbole, non pas de l'Amérique pure et blanche, espèce de gros pigeon, mais plutôt d'un idéal à atteindre. C'est pour ça qu'ils insistent autant sur les grands pouvoirs et les grandes responsabilités, ou encore sur le fait qu'il doit être bien sous tout rapport. Le personnage doit être un modèle à la fois pour les enfants, qui y voient un super-héros avec un costume moule bite dégueulasse faire des super gabrioles et mettre une bonne pâtée aux méchants, pour les ados qui comprennent qu'ils ne sont pas les seuls à passer par l'ingrat, et oui, certains d'entre nous partagent aussi leurs problématiques, et pour les adultes qui ont grandi avec lui et voient Spider-Man devenir adulte comme ils doivent le faire. Le personnage est là pour accompagner ses fans. Alors tu m'étonnes que des arcs narratifs comme One More Day se font massacrer par les critiques quand on renvoie le personnage à la case départ avec un suppo Deus Ex Machina en prime. Personnellement, je pense que des personnages comme Spider-Man sont nécessaires au développement de chacun. Avoir un modèle de vertu qui, dans ces histoires, nous influencera pour le mieux, en nous donnant une base de morale ou un idéal à suivre. Alors c'est vrai que quand tes modèles dans la vie sont des guignols qui se fracassent la face dans des lieux publics pour vendre un peu plus d'albums, on peut dire, mec, que tu pars quand même avec un sacré handicap. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route. Alors, malgré le fait que je ne sois pas un grand fan de Spider-Man, je suis forcé de constater que son message a fonctionné sur moi. Cette vidéo est à présent terminée, j'aimerais remercier mes potes Dova et Raki d'avoir bien voulu participer, ainsi qu'au Docteur de nous avoir pris en consultation. J'ai passé toute cette vidéo à donner mon avis, et j'attends le vôtre avec impatience en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je poste de petits indices sur les futures vidéos qui vont arriver. Sur ce, c'était Simon Belmont. Et Venom, abonnez-vous.